Vendredi 7 août, vous êtes sur ANC Première. Il est 19h30, l'heure de votre journal local et régional. À la une de l'actualité ce soir, 3000 personnes dans les rues de Nouméa. La marche blanche contre la violence, organisée par la CCI, le syndicat des commerçants, a été un succès. Pour en parler, nous recevons Jennifer Ségou, présidente de la CCI. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rosala. Et à tout à l'heure. Perturbations à répétition dans le ciel calédonien. Ercal enregistre 11 millions de pertes financières chaque semaine. La compagnie cherche de nouvelles stratégies. Stage de perfectionnement et de compétences pour 14 pompiers à Païta. Objectif, maîtriser les moyens et les matériels pour être plus efficace le moment venu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Et on commence avec la marche blanche contre la violence. 3000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Nouméa. Sur les banderoles, on pouvait lire « Nous sommes tous Daniel » en hommage à Daniel Montero. Rappelons que l'élément déclencheur de cette marche a été l'agression subie par une commerçante du centre-ville. Bernard Lassos et José Solia. Un mot d'ordre simple pour répondre à un sentiment de peur largement partagé. Les femmes, elles ne sortent plus du tout. Moi, le soir, je sortais, restaurant, avec des amis et tout. Maintenant, c'est terminé. Une marche pour dire stop aux récents faits divers qui ont défrayé la chronique et soutenir des familles durement touchées. Les agressions, c'est gratuit, hein, on est bien d'accord. C'est des femmes ou des vieillards qui sont agressés. Il faut que ça s'arrête là. Donc je suis très content que tout le monde soit venu en fait. Ils étaient 3000 ce matin à défiler en silence à travers Nouméa. Tous partagés entre le besoin de sécurité et l'empathie envers les victimes. Il faut arrêter tout ça, c'est grave. Ce qui est arrivé au monsieur, c'est grave de sa famille. Ce qui est arrivé à sa famille, on ne la connaît pas cette famille, mais on est touché. Ça aurait pu être notre père, notre grand-père. C'est grave, il faut arrêter. Cette réalité ressentie par la population, parfois contredite par les statistiques, s'est donc exprimée dans la rue, une manière d'alerter les pouvoirs publics avec en première ligne le ras-le-bol des commerçants. Non, c'est plus un sentiment, c'est une réalité d'insécurité. Aujourd'hui, tous les jours, il se passe quelque chose dans les magasins. Moi-même, j'ai eu des vendeuses qui ont été bousculées il y a 2 jours. Bon, sans gravité, heureusement, mais on voit bien que ça continue. Des délégations des familles et des commerçants ont été reçues par le haut-commissaire. À la sortie des promesses, notamment un renforcement des effectifs de gendarmerie. Pour les communes de l'agglomération de Nouméa qui sont en zone gendarmerie, ce qu'on constate, c'est que sans doute les effectifs de gendarmerie ne sont plus à la hauteur de l'expansion du développement démographique. Il aura donc fallu des drames et la pression populaire pour que le dossier de l'insécurité réapparaisse comme une priorité. Jennifer Ségou, qu'est-ce qu'il faudrait comme mesure pour que la sécurité soit améliorée pour les commerçants? Je pense qu'il faudrait qu'on procède par 2 étapes, mais 2 étapes qui vont quand même commencer ensemble. Le premier, c'est de traiter urgemment ce sentiment d'insécurité qui est ressenti non seulement par les commerçants, mais aussi par les gens qui souhaitent aller faire les magasins en ville. La deuxième, c'est justement de commencer à mettre en place les dispositifs qui vont mener à quand même une sécurité à long terme qui va traiter le fond du problème. À la fin, ça devient un projet de société. C'est énorme comme chantier, mais il va falloir qu'on l'aborde. On a l'impression que chacun travaille de son côté. Est-ce que c'est pas dommage? Oui, c'est vraiment dommage. Et c'est pour cela, justement, en discutant avec le Rousser cet après-midi, on a parlé de ce problème, on a suggéré que les comités soient quand même constitués pour que tout le monde travaille ensemble. Parce qu'il y a les efforts qui sont faits par la mairie, la police, la province sud, mais chacun dans son coin. Il faut qu'on agisse tous ensemble. Cette jeunesse, une certaine jeunesse, pas toute la jeunesse, qui fait des actes de délinquance, on les connaît, hein, et on connaît les motifs, l'ébriété, les bandes, les vols, les SDF. Les zones sont prioritaires, on les a identifiées, hein, la place des Cocotiers, le quai Ferry, le quartier asiatique, etc. Cette jeunesse, il faudrait être un peu plus punitif ou pas?
C'est une évidence. Il faut le faire parce que en ce moment, ils savent, tous ces jeunes savent que ce qu'ils font demain, aujourd'hui, ils peuvent recommencer demain et le surlendemain sans être punis du tout. Donc, il faudrait voir comment on pourrait le faire. Il faudrait, je sais qu'on en parle depuis très longtemps d'un centre de détention et aussi de rééducation. Je pense que le moment est venu de considérer ça sérieusement. Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi regarder un dispositif un peu comme la SMA qui a fait toutes ses preuves, une autre façon de le faire, mais prendre ces jeunes qui sont en perte de repère, qui n'ont plus un sens de respect, qui se rendent pas compte que eux aussi ils ont une valeur, et leur dire vous valez quelque chose, on va vous montrer et vous allez pouvoir faire partie d'une société constructive au lieu d'être destructive. J'ai vu dans votre livre blanc que vous avez proposé que vous demandiez à mieux connaître les projets de la ville. Pourquoi? Vous ne les connaissez pas? Non. C'est justement une des plaintes des commerçants. Ils ne savent absolument pas quels sont les projets, qu'est-ce qui va devenir de l'hôpital quand ça se déplace à Couture, le carré allemand, le Roland, etc. Ils n'ont pas le moindre idée de ce qui se passe. Des assises du commerce, vous les avez signalées aussi dans votre livre blanc. C'est pourquoi faire? Pour avoir des propositions, c'est ça? Les assises du commerce, c'est d'un côté d'aider les commerces, voir les besoins des commerçants, et de l'autre côté aussi essayer de mettre ensemble tout ce monde pour qu'on puisse tous travailler ensemble vers un même but. Jennifer Sigaud, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et justement, dans l'affaire de l'agression de la commerçante, un homme de 24 ans est placé en garde à vue. Il devrait être mis en examen demain pour faits criminels et vol à main armée. La procureure de la République, Claire Lanné, nous en dit plus au micro de Martin Charmasson et José Solia. Nous sommes en présence d'un individu qui a déjà été condamné et d'ailleurs qui affirme que le mobile de son acte et le fait qu'il a été condamné à indemniser la victime de son précédent méfait, qui était un vol, et que pour indemniser cette victime, il avait besoin d'argent. Et donc, pour avoir besoin d'argent, il a commencé un petit peu à rôder dans les rues de Nouméa, à repérer les commerces. Donc, de préférence, les commerces un petit peu isolés, de préférence, les commerces où il n'y a personne à l'intérieur, et de préférence, les commerces tenus par des femmes. Et puis en bref, l'affaire du SDF retrouvé mort dimanche dernier au Mémorial américain. L'auteur des coups de pierre qui ont causé le décès a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé par la préméditation. Un drame qui est intervenu sur fond d'alcoolisation massive. Ce chiffre à présent, 11 millions de francs par semaine, c'est le montant des pertes financières d'Aircal générées par les dernières perturbations, des perturbations à répétition qui ne font pas l'affaire de la compagnie aérienne en ce premier jour de départ en vacances. La compagnie qui développe des stratégies pour pallier le sous-effectif des contrôleurs aériens. Nadine Kouapana et Christian Favnek. Mot d'ordre pour Aircal tout au long de cette semaine, plus encore pour ce départ en vacances, éviter toute annulation de vol. Fort de ce principe, hier soir à 20h30, le vol en provenance de Lifou a été dérouté sur Tontouta suite à l'absence de contrôle aérien à Magenta. Ça pose de gros soucis pour la compagnie dans la mesure où dérouter sur Tontouta, ça veut dire prévoir un bus pour aller chercher les passagers, les rapatrier sur Nouméa avec les bagages, etc. Et surtout prévoir le lendemain matin, refaire un ferry flight sur Magenta et essayer de ne pas impacter le programme de la journée du lendemain. Dérouter un avion, c'est aussi des coûts supplémentaires qui impactent l'activité de la compagnie, des coûts qui s'élèvent à 250 000 francs. Pallier l'insuffisance de contrôleurs aériens pèse sur le chiffre d'affaires de la compagnie, une perte estimée à 11 millions de francs par semaine. Air Calédonie, tout comme les usagers, sont donc pris en otage. Il y a des gens qui dorment là à partir de minuit, et même juste après la fermeture de l'aéroport, les gens s'installent là en espérant avoir une place ou deux pour le lendemain matin sur la liste d'attente. Alors pourquoi ne pas envisager de déplacer temporairement le trafic domestique sur Tontouta?
On se garde la possibilité de dérouter les vols sur Magenta pour essayer de limiter la casse. On envisage même, mais ce sont des études que l'on mène, si éventuellement le soir on ne peut pas faire revenir le dernier vol, on a même envisagé qu'un avion puisse passer la nuit dans les îles. Ce sont des possibilités qu'on étudie par ailleurs. En espérant que la météo ne vienne pas perturber un trafic en situation de flux tendu, ce sont 3800 passagers qui comptent bien prendre l'avion dès ce vendredi et tout au long du week-end pour profiter des vacances. Et si la journée a été plutôt calme, le week-end s'annonce un peu plus compliqué pour la compagnie aérienne. On fait le point avec Nadine Guapana et Christian Favnec. Ce vendredi, départ de vacances, 34 vols ont été programmés pour 1400 passagers. Et dans l'ensemble, tout s'est relativement bien passé. Reste ce week-end pour vérifier vos horaires de vol au départ de Magenta. N'hésitez pas à composer ce numéro de téléphone, le 25 21 77, le 25 21 77. Quant à l'attente des usagers, elle est de plus en plus pressante. Ils n'hésitent pas à dormir à même le sol dès minuit pour espérer une place sur liste d'attente à ce guichet qui n'ouvre qu'à 5 heures du matin. Depuis lundi, les restrictions horaires sur la plateforme de Magenta, dues à un sous-effectif des aiguilleurs du ciel, ont pour conséquence un trafic domestique limité, à flux tendu, qui rend impossible la programmation de vols supplémentaires en cas d'annulation. Selon la direction de l'aviation civile, cette situation pourrait durer au minimum 6 mois. Autre actualité, la mine. Et au 3e jour de conflit, les rouleurs sont toujours mobilisés devant le gouvernement. Faisons le point sur cette 3e journée de conflit avec Olivier Jeunemann et Claude Lindor. 72 heures après leur arrivée, les rouleurs ont pris leur quartier pour durer sur la baie de la Moselle. Ils font des exportations de latérite une question de survie pour le roulage et sur leurs banderoles fleurissent des slogans accusateurs contre ceux qu'ils accusent de vouloir les mettre en faillite. Alors aujourd'hui, on fait quoi? On se retourne et on leur dit, vous nous avez menti. Votre stratégie, elle est de nous faire disparaître. De quelle façon? On commence d'abord par les plus faibles, et puis après les plus durs, puis à la fin, il n'y a plus personne. En ligne de mire des rouleurs, il y a le président de la SMSP. Ils accusent André Dangue de s'enrichir sur leur dos en divisant coutumiers et politiques. On est en train de nous écraser, nous les petits mineurs, avec les industriels de ce pays. On représente quand même 12 000 emplois sans KNS, 17 000 emplois avec KNS, 97 milliards de retombées dans le pays. Où on va? On veut nous écraser? On ne sommes pas d'accord avec ça. Et la personne qui veut vous écraser, c'est qui? C'est André Dangue. C'est André Dangue qui veut nous écraser. Voilà, je le dis haut et fort. André Dangue n'a pas souhaité réagir pour ne pas mettre d'huile sur le feu avant la rencontre prévue mardi entre les contracteurs miniers et le groupe de travail des présidents et signataires. Dans un courrier signé par Philippe Germain, le président du gouvernement assure les rouleurs qu'ils seront associés à la stratégie minière et qu'il a demandé à QNI de finaliser les contrats avec les mineurs, spécialement avec MKM. Mais rien n'est encore certain pour les exportations de latérite vers la Chine et de petits minerais vers le Japon. C'est une rencontre clé puisqu'on veut faire passer notre message sur les angoisses qu'on a d'avenir de notre activité. Et bien entendu, essayer d'avoir des vrais débouchés par rapport à nos contrats, à l'exportation sur la Chine, aussi bien sur QNI. En guise de détente, les rouleurs ont allégé ce soir leur dispositif autour du gouvernement. Un week-end de répit avant des négociations qui s'annoncent tendues et difficiles mardi prochain. Et on retrouve en direct de la baie de la Moselle Brigitte Wapp et Nicolas Fasquelle. Brigitte, bonsoir. Que peut-on dire à l'heure où nous parlons? Bonsoir Alexandre. Oui, cela fait 3 jours que les mineurs sont ici, que tous les camions sont installés ici sur la place de la baie de la Moselle. À la veille du week-end, le syndicat des contracteurs miniers a fait un geste d'apaisement vis-à-vis du gouvernement. Ils ont retiré les 2 dumpers qui se trouvaient juste devant le siège de l'immeuble du gouvernement. Ils ont retiré ces dumpers suite à la décision du gouvernement d'organiser une réunion, une urgence avec les présidents des 3 provinces, une réunion qui devrait avoir lieu mardi prochain et qui permettra aux mineurs de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils veulent exporter les minerais vers la Chine.
Et même si ces 2 dumpers, eux, ont été retirés de devant le siège du gouvernement, comme vous le voyez derrière moi, il y a toujours des engins et des camions qui sont là et qui resteront tout le week-end. D'ailleurs, une 60aine de personnes va camper ici pour surveiller et sécuriser les lieux du parking de la baie de la Moselle. Les autres mineurs pourront rentrer chez eux afin de se reposer et également réfléchir à la stratégie qu'ils vont pouvoir adopter dès la semaine prochaine afin de préserver leur emploi. Voilà, merci, Brigitte. Ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Brigitte pour ces toutes dernières informations. Et puis à noter cette réaction ce soir de l'UNI, toujours concernant la mine, l'Union nationale pour l'indépendance, qui parle de manœuvres dont le but est clairement de s'opposer et de contrer la stratégie minière portée par les indépendantistes. L'UNI appelle chacun à faire preuve de discernement et de responsabilité. Fin de citation. En bref, le conseil municipal de l'Île des Pins est frappé par une vague de démissions. Après 4 élus du Palika fin juillet, 3 élus du Rassemblement viennent de présenter leur démission. Des démissionnaires qui reprocheraient à l'exécutif des défaillances dans la gestion de la municipalité. Précisons que la subdivision Sud a rappelé que les adjoints du Palika qui avaient annoncé leur démission sont toujours en poste et qu'elle n'a reçu aucun courrier. Le stockage des déchets à Gadji à présent, avec aujourd'hui sur le site une réunion pour discuter de l'étude environnementale et des zones d'influence du centre d'enfouissement. Une étude scientifique pour répondre aux inquiétudes des coutumiers de Païta. Brigitte Wahab et Philippe Kunzmann. Il y avait beaucoup de petits crânes, de toutes les couleurs, chez nous, dans notre tribu. Aujourd'hui, niet. Il n'y a plus de crâne, il n'y a plus rien. Le constat fait par les habitants des tribus du bord de mer de Païta est simple. Une partie de la faune de la mangrove a disparu. Les coutumiers, EPLP, les représentants de la province sud et de Fidelio, ont discuté afin d'affiner l'étude environnementale qui sera menée autour de l'ISD de Gadji. Même si les discussions ont parfois été vives entre les participants, une entente a pu être trouvée. Il va y avoir des analyses de fait sur différents points dans les différentes baies de Païta. On va rechercher des métaux lourds, on va rechercher toutes les pollutions potentielles à la fois dans les sédiments et dans les eaux de surface. Seront également analysées la chair des crabes et celle de certains crustacés afin de voir s'il y a ou pas des traces de polluants. Plusieurs zones d'influence de l'ISD de Gadji ont été identifiées, des zones où seront récoltés les échantillons à analyser. Pour les coutumiers, c'est un travail nécessaire. L'environnement de l'ISD, nous pensons qu'il n'est pas très clair, n'est pas très sain actuellement, d'où l'intérêt de faire ces études. Comme ça, on aura levé le doute, on saura si effectivement ce qui a été fait là depuis des années est impropre à l'environnement. Donc, d'où l'intérêt de mettre tout le monde, tous les gens concernés autour de cette table et puis de mettre en place un plan de travail. Avant de commencer la collecte des échantillons, les scientifiques, avec les coutumiers, feront un travail d'inventaire de la biodiversité des baies de Païta. À Païta, justement, stage de perfectionnement pour 14 pompiers, en charge pour la plupart d'un centre de secours. Ces futurs chefs de groupe ont suivi une formation locale pendant près de 2 semaines grâce à la présence de formateurs de l'école d'application de sécurité civile. Nadine Guapana et Claude Lindor. Exercice grandeur nature pour les futurs chefs de groupe en stage depuis plus d'une semaine à Païta. Vous pouvez me préciser donc les moyens qui ont été engagés sur ce départ de feu ? Pour l'instant, vous êtes tout seul, hein, vous êtes en reconnaissance. Un groupe d'intervention de feux de forêt composé de 3 camions et une voiture sont dépêchés sur site. Le commandant des opérations de secours en formation ce jour est Gwenval Combon, responsable de la caserne de pompiers de Païta. Je confirme également la demande du moyen aérien du HVE sur zone. Il fait partie des 14 pompiers en formation chef de groupe, un stage de perfectionnement de compétences dispensé par l'école d'application de la sécurité civile basée à Aix-en-Provence. Après, ils découvrent la situation en arrivant. Et donc tout l'enjeu de la formation, c'est justement qu'ils apprennent à organiser ce qu'on appelle un chantier, aussi bien en termes de moyens que de personnel. Pour tout départ de feu, très vite, d'importants moyens matériels et humains sont déployés, à savoir 6 camions, 2 véhicules et un hélicoptère bombardier d'eau. Pour coordonner l'ensemble des actions, la mise en place de plusieurs fréquences radio est nécessaire pour éviter toute confusion dans l'application des directives.
Il a plusieurs fréquences à gérer, notamment celle avec le centre opérationnel du gouvernement 988. Ensuite, avec l'hélicoptère bombardier d'eau, parce que là aujourd'hui on en a un sur site, et avec ses différents chefs de groupe sur les secteurs qu'il aura fait et mis en place. L'engagement de moyens aériens est primordial dans la lutte contre les incendies de forêt. En 2014, près de 4000 largages ont été effectués. L'avantage pour nous, c'est de pouvoir être formés en même temps que la sécurité civile, d'avoir des procédures communes, un langage commun, et ce qui nous permet après de travailler plus efficacement sur les feux réels. En plus des exercices grandeur nature, pour la première fois en Calédonie, un logiciel de simulation permet aux pompiers de s'entraîner sur différents types d'opérations de feux de forêt. Ce simulateur s'appuie sur un système de cartographie en 3 dimensions. Ici, le commandant des opérations et ses 2 collègues, les chefs d'agré à bord de leur camion, sont confrontés à un départ de feu près de lignes électriques. Et notre objectif, c'est de développer ce simulateur dans d'autres domaines d'activité. Il y a possibilité de créer plusieurs essences d'arbres. Le feu évolue de façon naturelle selon l'axe du vent, le relief, la vitesse du vent. On peut aussi modéliser des usines, modéliser des bus, des camions et faire plusieurs scénarios. Ce simulateur est développé par l'école d'application de sécurité civile d'Aix-en-Provence. Sa version mobile, toute récente, a permis de former les futurs chefs de groupe en Calédonie et non plus en métropole. Et voilà qui met un terme à cette édition. À retenir ce soir dans l'actualité, 3000 personnes dans les rues de Nouméa. La marche blanche contre la violence organisée par la CCI et le syndicat des commerçants a été un succès. Un livre blanc a été présenté pour prendre en compte les préoccupations des commerçants. À suivre vos rendez-vous sur NC Première. Nous, on se retrouve demain. Passez une très belle soirée.